Amnesty International existe depuis 50 ans maintenant. Qui fait partie de cette organisation? Comment est-elle financée? Qui décide de ses prises de position? Et plus important encore, est-ce qu'on l'écoute? Avec nous dans iTalk aujourd'hui, Philippe Hensmans, directeur d'Amnesty International Belgique. Monsieur Hensmans, bonjour, merci beaucoup. Nous avons été filmés quelques personnes ici dans les rues de Bruxelles qui veulent vous poser des questions. La première. Bonjour, je m'appelle Aude, j'habite à Bruxelles et j'aurais voulu savoir, cher président, comment est-ce que vous conciliez les droits humains universels avec les spécificités ethniques, culturelles, etc. Voilà une question générale. Par exemple, le port du voile ou le droit des gays, dans certains pays, ce sont des questions religieuses, des questions culturelles. Comment est-ce que vous faites la part des choses? Comment est-ce que vous déterminez une position? Alors, en se reposant d'abord sur le droit international, qui a déterminé toute une série de réglementations qui nous permettent de nous prononcer sur ce genre de questions. C'est la Déclaration universelle? La Déclaration universelle n'est pas du droit, c'est une déclaration, tandis que les pactes internationaux, par exemple, sont beaucoup plus précis et sont plus obligatoires, en quelque sorte. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on part du principe qu'un droit ne peut pas contredire d'autres droits. Donc une tradition culturelle ne devient un droit culturel que lorsqu'elle ne peut pas contredire d'autres droits. L'excision n'est pas un droit. Mais vous avez des cas très délicats, comme le cas par exemple de cette Palestinienne Hala Shalabi. Les Israéliens disent qu'elle appartient au djihad islamique. Elle a fait la grève de la faim pendant 40 jours pour être transférée en territoire palestinien. Comment prendre position dans un cas aussi délicat que celui-ci? Eh bien, on va toujours essayer de tenir compte de nouveau du droit international ou du droit humanitaire, le cas échéant, parce que s'il s'agit d'un conflit, on va alors avoir recours à ce droit international. Et puis aussi en essayant de tenir compte toujours du droit des plus faibles et des plus démunis. Ceci étant dit, d'abord, c'est toujours difficile, mais notre rôle, c'est d'essayer, avec l'expérience que nous avons au fil du temps et l'apport du droit international, d'interpeller les gouvernements parce que ce sont eux qui, in fine, sont responsables du sort des gens qu'ils dirigent. Deuxième question pour M. Hensmans. Bonjour, je m'appelle Ambre, je viens de Bruxelles. Je voulais savoir, toutes les personnes qui collectent de l'argent dans les rues pour Amnesty, où part réellement cet argent? J'ai cherché sur votre site web, j'ai tapé partout le budget. C'est un peu difficile à trouver, votre budget. Combien d'argent? Parce que c'est l'argent des membres, vous n'avez pas d'argent de gouvernement. Non, c'est-à-dire que pour la Belgique francophone, c'est le budget que je connais le mieux. En Belgique francophone, nous avons un budget de 4 millions d'euros. 1 million sert à financer le mouvement international, c'est-à-dire le soutien aux sections dans le Sud, la recherche, le travail de campagne au niveau international et de lobbying aussi au niveau des grandes instances. Et puis le reste nous sert à financer les campagnes ici. Donc nous ne sommes pas une organisation humanitaire ni une organisation de développement. Ça veut dire que nous ne transférons pas d'argent vers des plus démunis sur le terrain. On n'est pas là pour construire des hôpitaux lorsqu'on travaille sur la mortalité maternelle. On n'est pas là non plus pour venir en aide dans les catastrophes naturelles. Quelle est la part des salaires? Quelle est la part des campagnes de pub, par exemple? De nouveau, si je veux prendre le budget de notre section belge francophone, 1,2 million en salaire sur les 4 millions de budget et 32 000 euros de campagne publicitaire parce que nous travaillons avec des gens qui travaillent gratuitement pour nous. Et combien de salariés dans le monde? Dans le monde, je crois qu'on doit être aux alentours de 1 millier de salariés. OK. Troisième question pour Amnesty International ici sur iTalk. Je m'appelle Francis Dassa, je suis étudiant espagnol en Erasmus à Bruxelles. Et voici ma question. Dans quelle mesure Amnesty International exerce-t-elle une influence dans la société d'aujourd'hui? C'est ce que je disais en début d'émission. Qui vous écoute? Alors, pas mal de gouvernements, finalement, parce qu'il y a une étude qui a été faite par une université américaine pour savoir quel est le think tank le plus influent dans le monde. Il a cité Amnesty, en tout cas sur les questions de droits humains et de politique internationale. C'est normal, parce que ça fait du bien, non, de citer Amnesty. Mais est-ce qu'ils vous écoutent? Est-ce que vous avez des exemples concrets de là où un gouvernement a changé de position? Oui, d'abord, si vous prenez l'exemple de la peine de mort, lorsque nous avons commencé à lutter contre la peine de mort, il y avait 16 gouvernements abolitionnistes. Aujourd'hui, la tendance est complètement inversée. Il n'en reste plus que 20 qui pratiquent la peine de mort. La Convention sur la torture n'existait pas, la Cour pénale internationale n'existait pas. Tout ça, ce sont des résultats que nous avons obtenus, pas tout seuls,
avec d'autres organisations, mais c'est ça que nous avons obtenu. Quels sont vos moyens de pression? Vous rencontrez des membres de gouvernement à travers le monde? Est-ce qu'on vous reçoit, par exemple, dans des pays comme la Syrie? Quelle est votre position? Non, la Syrie ne laisse pas rentrer, on va aller interviewer. Alors, on travaille avec les organisations sur le terrain, les organisations de défense des droits de l'homme, les réfugiés, mais nous sommes régulièrement reçus sur les 2 mois qui viennent de passer. Je pense qu'ici, en Belgique, rien qu'en Belgique, on a fait une dizaine de visites d'ambassade. Ce matin, nous étions encore reçus par l'ambassade du Burundi pour les événements qui s'y déroulent pour le moment. Donc, nous sommes entendus par nous rencontrons bon nombre de gouvernements, bon nombre d'ambassadeurs, et puis nous faisons pression sur nos propres gouvernements pour qu'ils fassent eux-mêmes pression. Quels sont vos moyens de pression? C'est quoi? C'est le lobbying, dans le sens classique, c'est les médias, être présent beaucoup dans les médias, organiser des actions, et puis c'est l'ambassadeur du Burundi qui me disait hier, il y a quelques jours, eh bien, nous recevons des milliers de lettres de vos membres qui nous demandent de changer de point de vue. OK, une autre question pour Amnesty International. C'est une question, je vais faire la traduction, c'est de Wenchassa. Est-ce que les Turcs respectent les droits des citoyens kurdes? Si oui, que signifient ces massacres de Kurdes encore aujourd'hui? C'est la synthèse de cette question par rapport à un problème bien spécifique. D'accord. Eh bien, en fait, non, il y a d'énormes problèmes de violation des droits fondamentaux des Kurdes en Turquie. Et nous avons dénoncé ça à plusieurs occasions, notamment lors des derniers événements où on a vu des gens qui ont été bombardés et attaqués par la Turquie. Nous demandons toujours des comptes à la Turquie sur sa politique, notamment par rapport aux Kurdes, mais aussi par rapport aux arrestations massives. Vous demandez des comptes et vous avez des réponses? Quelques-unes parfois. Ce qui nous importe, c'est qu'aussi d'autres pays fassent la pression sur la Turquie en nous écoutant et en essayant d'utiliser notre matériel. Nous avons une question écrite qui arrive de Günther, qui est allemand. Je la cite. Que va devenir le droit du séjour dans l'Europe, surtout partant de crise où il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde? Amnesty International a son mot à dire. Oui, on a notre mot à dire, c'est-à-dire que nous avons une tendance malheureuse en Europe de voir l'Europe se refermer sur elle-même et ne laisser rentrer que quelques cerveaux, et laisser en même temps d'attirer des cerveaux vers ces lieux de travail, et en même temps de rejeter et de faire de l'outsourcing de le traitement des demandeurs d'asile vers d'autres pays comme la Libye dans le temps d'ailleurs. 30% de la population libyenne étaient des subsahariens qui étaient parqués dans les camps de concentration, financés par l'Union européenne. C'est malheureusement dommage parce que, en fait, les flux de population ne sont pas si gigantesques. Si je prends de nouveau la Belgique, le flux de population de demandeurs d'asile dans notre pays a diminué par rapport à il y a 10-15 ans de moitié. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas confrontés à un afflux massif, mais que nous avons malgré tout des responsabilités à gérer et à assumer, parce que le droit international est là et nous rappelle que dans le temps, nous avons eu besoin du droit d'asile. Il est temps que nous l'accordions à d'autres aussi. Une dernière question, Monsieur Hensmans. Vous avez dit vous-même que les décisions sont souvent très délicates. Est-ce qu'Amnesty International parfois se trompe? Alors c'est arrivé qu'on se trompe. C'est arrivé de rares fois. Ça fait 30 ans que je travaille pour Amnesty. Par on a exemple reconnu sur l'affaire des couveuses au Koweït, où nous avions mené 3 opérations sur le terrain, 3 missions pour essayer de démêler la vérité du faux. Et malheureusement, on s'est fait avoir, si je puis dire. On s'était trompé, on a reconnu d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous faites pour reconnaître? Nous le disons, on publie un communiqué pour dire voilà, on s'est trompé là-dessus. Merci beaucoup Philippe Hensmans. Merci d'avoir posé vos questions ici dans iTalk. On se retrouve une autre fois pour d'autres questions à notre invité. Vous pouvez trouver tous les détails sur notre site internet. Merci beaucoup.